Voilà, donc bonjour à toutes. On est ensemble pour le Café des entrepreneurs by Safi avec Philippe Leron, donc neurologue à la retraite, qui va nous parler de sa méthode qu'il a synthétisée dans un manuel, un livre qui s'appelle La révélation cérébrale et qui après permet aussi d'être accessible avec des exercices d'entraînement audio et un e-book qui se concentre aussi sur la partie exercice et non pas théorique qui est elle contenue dans le livre papier que vous pouvez commander sur Internet, sur Bookelis. Donc on va laisser la parole à Philippe qui va nous expliquer son parcours et en quoi consiste cette méthode. Bien, bonjour Pauline, merci de m'accueillir dans ce Café des entrepreneurs auprès de Safi Consulting. Et je voudrais dire que, en fait, ce que j'expose aujourd'hui est le résultat de tout un parcours qui a accompagné mon exercice professionnel en tant que neurologue. Mais bien sûr, toutes ces recherches-là étaient en plus de ce que j'ai pu apprendre en neurologie, de ce que j'ai pu exercer auprès des patients, puisque j'ai eu la chance de rencontrer en 1991 un coach en entreprise, en médecin bien sûr, qui cherchait un collaborateur au niveau de stage à animer et qui était déjà très ouvert au côté intuition et créativité. Nous nous sommes rencontrés sur ce point commun que nous avions travaillé auparavant, chacun de son côté. Et donc, j'ai pu bénéficier non seulement de son expérience, mais aussi ajouter la mienne pour animer ses stages et avec des résultats dont je témoigne d'ailleurs dans le livre. Et donc, déjà, cette collaboration a conduit à ce que nous écrivions un premier ouvrage ensemble sur la question du cerveau qui s'appelait « Les fabuleuses richesses économiques du cerveau ». Ça, c'était en 96-97. Et puis ensuite, il est parti à l'étranger pour continuer ses stages. Donc, il m'a laissé un petit peu tout seul en France. Et là, j'ai pu m'apercevoir que cette méthode, en fait, développant la créativité au niveau des entreprises, c'était en fait surtout une méthode de développement personnel et ce n'était pas d'abord et avant tout la recherche de performance des entreprises, mais la recherche d'un bien-être, d'un mieux-être intérieur qui est durable et puis surtout qui peut se communiquer aux autres. Et là, bien sûr, je me suis penché sur la question en tant que spécialiste sur le stress et ses mécanismes, et j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle « Rendez votre stress créatif » en l'an 2000, où j'exposais déjà les exercices que j'ai repris et que je continue, donc avec une certaine persévérance, une certaine constance, je dois dire. Rendez votre stress créatif, c'était en 2000, et j'arrive à la révélation cérébrale actuellement, en 2023, tout en étant passé par une étape intermédiaire d'un ouvrage que j'appelais la révolution cérébrale en 2018. Mais j'ai préféré le terme révélation cérébrale, beaucoup plus sympathique, parce qu'il ne s'agit pas d'un chamboulement intérieur, mais au contraire d'une sorte de révélation, de prise de conscience, donc, qui va nous amener à adapter notre comportement et notre pensée par rapport aux objectifs que l'on peut se donner avec des moyens qui permettent justement de faire éclore les ressources intérieures. Et là, il y a un grand domaine qui, en général, est assez oublié aujourd'hui dans la plupart des méthodes, c'est-à-dire qu'il y a un grand domaine qui est celui de l'inconscient. Et dans ce domaine-là, moi, j'ai essayé de faire les corrélations au niveau des neurosciences. Quels sont les mécanismes qui permettent justement d'aller puiser dans nos ressources intérieures inconscientes. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est une recherche passionnante. Et notamment, je pourrais citer les travaux d'un neuropsychologue aux États-Unis, à Californie, Alan Shore, qui parle de notre hémisphère droit comme étant un hémisphère fondamental pour la psychothérapie et donc pour les connexions avec l'inconscient.
Alors ça, c'est peut-être un peu mystérieux, mais c'est vrai que nous avons tous un cerveau humain avec un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Pendant longtemps, à partir des années 70-80, il a été question, notamment dans l'application au niveau des entreprises, de parler communément d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche, avec une sorte d'incompatibilité de fonctionnement, puisque on parlait essentiellement du cerveau gauche comme étant de type analytique, linéaire, rationnel, et l'hémisphère droit comme étant plus poétique, plus intuitif, holistique même. Et donc la difficulté étant de faire cohabiter et surtout collaborer utilement ces deux modes de fonctionnement si différents. Alors, dans mon livre, j'ai essayé de reprendre tous les arguments, vraiment tout ce qui peut être fondé par rapport à cette distinction, qui est, en tout cas ne doit pas être considérée comme des vases non communicants, comme des secteurs complètement séparés par une paroi complètement étanche. Il faut considérer qu'il y a des échanges permanents et que c'est une question de tendance et de nuance plutôt que de passer de tout au rien et de se dire qu'on est dans une espèce d'écartèlement de la pensée. Ce n'est pas exact du tout. Donc là, c'est très important de montrer que nous avons des liens possibles qui peuvent être développés par l'éducation, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que l'éducation nous ait tellement formés à cela. Des liens possibles pour passer d'une culture rationaliste et utilitaire, celle qui permet que nous puissions exercer un métier et d'avoir des compétences professionnelles, bien entendu, de passer de cela à l'utilisation aussi de ressources intérieures, c'est-à-dire d'apprendre de nous-mêmes de l'intérieur, auprès d'un vaste domaine, d'un domaine extraordinaire qui sont les ressources de l'inconscient, et je dirais même au-delà d'un inconscient personnel, j'y ajoute la notion de Carl Gustav Jung, ce célèbre psychiatre, psychanalyste, qui a montré que nous avions une connexion avec un inconscient collectif. C'est dire les richesses qu'il peut y avoir à notre disposition, mais dont nous ne nous servons pas habituellement. Alors, sur ces grands principes généraux, je veux dire, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, sauf s'il y avait peut-être des questions plus précises sur cette question. J'ai proposé, à la fois par intuition et par expérience, un parcours d'exercice que j'intitule d'ailleurs un parcours anti-stress, parce que déjà, le premier effet de ce parcours, c'est d'apprendre à gérer le stress par différentes approches, et surtout ce sont des exercices mentaux qui vont avoir une répercussion physiologique, physique. Comme toute émotion d'ailleurs. Une émotion, c'est cela, c'est une perception extérieure qui se transforme en un état émotionnel qui va avoir des répercussions physiologiques dans notre corps. Le cœur s'accélère, les pupilles se dilatent, voilà, on sent des sueurs peut-être venir, ou, ça dépend effectivement de l'intensité de l'émotion, mais il y a une réaction à la fois mentale, psychologique, et de comportement et de corporel qui s'inscrit en nous et qui est en général très fugace, qui ne dure que quelques instants. Le stress, par contre, quand il est nocif, c'est une émotion qui perdure et qui est entretenue souvent par des pensées négatives ou des blocages et qui vont tout ceci va avoir des répercussions corporelles qui peuvent être extrêmement nocives sur notre santé, y compris menacer les artères coronaires, d'où l'augmentation du risque d'infarctus du myocarde, ça a été complètement démontré. Et bien sûr, on connaît l'ulcère de stress, l'ulcère de l'estomac de stress, et d'autres répercussions, notamment endocriniennes, hormonales, voilà, ou sur le plan de la peau, il y a différentes conséquences. Il y a tout un catalogue, je dirais, de maladies qu'on peut considérer comme psychosomatiques liées au stress. Et tout ceci, évidemment, peut concerner les médecins au premier abord pour essayer de soigner et d'aider les patients
tout en ayant fait, bien sûr, au préalable, un bilan complet pour s'assurer qu'il n'y ait pas une cause autre que celle du stress qu'il faut retenir, je pense, en dernier, après avoir fait, voilà, épuiser toutes les causes possibles par ailleurs. Il faut être donc prudent dans la démarche plutôt que de taxer tout de stress et on met un peu un fourre-tout avec l'histoire du stress. Et bien souvent, je me suis aperçu que étaient vraiment stressées les personnes qui ne s'en rendaient pas forcément compte jusqu'à aller aboutir au burn-out, où là, vraiment, toutes les ressources, toutes les réserves sont épuisées, et c'est vraiment là très, très grave. Alors que des gens qui se disent stressés, en fait, ne sont pas forcément de façon nocive pour eux-mêmes. Le stress, moi je disais souvent dans mes exposés, le stress c'est la vie. Ça fait partie de la vie, c'est toute réaction d'adaptation par rapport à un environnement qui change ou à des défis à relever. Et c'est donc tout à fait normal d'être stressé. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il se prolonge au-delà des délais raisonnable parce que la mise en route des émotions, des hormones, catécholamine, adrénaline, ne dure que quelques minutes à peut-être maximum de 3 heures et tout revient à la normale. Mais le stress nocif, c'est quelque chose, au contraire, un engrenage neuro-hormonal qui devient nocif parce qu'il perdure, il devient chronique. Et là, il y a des conséquences effectivement au niveau de l'organisme. Donc, je disais que rendez votre stress créatif était tout à fait pertinent. Et aujourd'hui, je peux dire qu'avec la révélation cérébrale, au-delà de rendez votre stress créatif, il y a effectivement l'objectif de la créativité, sans passer forcément par le stress, mais l'objectif de la créativité qui vient d'un fonctionnement cérébral équilibré entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit, avec des allers-retours méthodiques au départ. C'est le but des exercices, c'est d'apprendre qu'il y a en fait une méthodologie pour en renvoyer la fonction plus analytique, littéraire, à celle de l'imagination créatrice et vice-versa, en une alternance, un aller-retour permanent qui peut s'amplifier et devenir naturel après, comme un mode de vie, un art de vivre tout à fait nouveau et plus adapté à nos recherches et à nos aspirations. Voilà. Donc, ce que tu nous dis, Philippe, c'est que y a donc du coup différents types de stress. Et si le stress est ponctuel, on peut le transformer en ressources moteurs. Et que le but, c'est d'entraîner son cerveau. Alors, ta méthode fait partie des moyens d'entraîner son cerveau à faire fonctionner les deux hémisphères ensemble pour développer nos capacités et justement peut-être transformer des situations qui pourraient être challengeantes, stressantes, en moteur et du coup développer la créativité, la concentration, l'inventivité, l'intuition, etc. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, Pauline. Et donc, c'est un moyen de plus par rapport à un principe que j'ai pu comprendre, parce que je ne l'ai vu exposé nulle part, hein, ce que je dis, je ne l'ai lu nulle part. Et donc, je l'ai déduit à la fois de ce que on pouvait apprendre des neurosciences, y compris avec le domaine de l'imagerie fonctionnelle, avec les IRM fonctionnels qui montrent quand on pense à quelque chose, quand on fait quelque chose, qui montre les zones cérébrales qui s'allument, qui sont donc actives, y compris, donc ça c'est très classique maintenant, quand on veut effectuer un geste et quand on le fait surtout. Quand on fait un geste, on voit une zone motrice qui correspond aux neurones qui vont activer le bras, par exemple. On prend la main droite, eh bien, il y a une zone dans l'hémisphère gauche qui correspond aux neurones moteurs qui s'allument. En fait, s'allume, ça veut dire que le cerveau consomme beaucoup d'oxygène. Donc, quand les cellules sont actives, il y a une augmentation du débit sanguin avec consommation d'oxygène locale, plus que le reste du cerveau quand il y a quelque chose de précis que l'on fait. Eh bien,
on s'est aperçu qu'en fait, il y a d'autres zones qui s'allument autour de la zone motrice elle-même, dont l'aire prémotrice. Et on a compris très vite, constaté que lorsqu'on pense faire le geste, mais qu'on ne l'accomplit pas, eh bien, les autres zones qui sont autour de la zone motrice sont allumées en quelque sorte et ont déjà une consommation d'oxygène. Les cellules fonctionnent et elles peuvent donc, on peut donc imaginer le geste sans l'effectuer. Et ce n'est que quand on fait le geste que l'aire motrice elle-même, avec les cellules qui commandent la motricité de la main, deviennent actives. Donc, vous vous rendez compte que avec tout cela, on a montré ce qu'on appelle l'imagerie motrice. En fait, quand je suis parti à la retraite, c'était un peu les débuts de ces études. Ça commençait à être publié et de mieux en mieux connu. Et on veut l'appliquer d'ailleurs pour la rééducation des patients, mais même plus que ça, aussi pour l'éducation des enfants. Donc, pas seulement des personnes handicapées ou atteintes par des maladies. Et puis, c'était quelque chose que des sportifs de haut niveau faisaient implicitement, voilà, sans qu'on ait démontré le phénomène. Des champions de tennis ou de golf imaginaient mentalement leur performance à accomplir sur le plan physique, sportif, moteur, et ceci dans un état de détente, de calme, et en l'imaginant, ils se sont aperçus qu'ils augmentaient la performance au moment d'effectuer les gestes. Donc c'était quelque chose d'utile pour eux, qui avait un rendement important. Vous voyez, ce n'était pas du temps perdu, et pourtant ils le faisaient avec plaisir, parce que quand on est plutôt relaxé et qu'on imagine effectuer quelque chose de bien, et on est plutôt content. Donc voilà, donc et puis j'ai entendu aussi des témoignages même d'artistes, de pianistes de très haut niveau, des concertistes, qui au lieu de s'entraîner juste physiquement à faire des gammes, etc., au contraire, lisaient la partition et dans le calme, ils imaginaient jouer la partition. Et quand ils s'y mettaient, alors c'était encore plus facile et plus évident, et leur interprétation était meilleure. Voilà. Donc ça veut dire que déjà ces choses-là, on les connaissait par l'expérience. Ce n'est que maintenant qu'on peut mieux expliquer les choses et les comprendre. Voilà, ça rassure notre rationalité. Mais je vous félicite, mesdames, d'être là. Je vois qu'il n'y a aucun homme avec vous. Et ça prouve bien ce que nous écrivions déjà, Didier Reynac et moi, en 1996, quand on a publié Les fabuleuses richesses économiques du cerveau. Nous rendions déjà hommage aux femmes avec leur cerveau beaucoup plus ouvert et équilibré sur le plan donc, des performances et beaucoup plus ouverte, oui, c'est ça, et curieuse de choses nouvelles qui vont vers l'efficacité et qui prennent le temps de le faire, car on peut penser que les hommes sont toujours pressés et absorbés par quelque chose. Et donc, c'est ce que je constate, on le constatait déjà il y a plus de 20 ans, et ça se confirme toujours. Et nous, d'ailleurs, je spécifie un petit peu la particularité du cerveau des femmes, qui est un peu différent de celui des hommes, avec des capacités linguistiques, ça c'est par les tests psychologiques, qui sont supérieures à celles des hommes, alors que les hommes ont plutôt des capacités visio-spatiales, donc de repérage dans l'espace, qui sont supérieures à celles des femmes globalement, hein, statistiquement. Voilà, donc il y a quand même des petites différences comme ça, mais il y a surtout une meilleure adaptabilité des femmes à diverses circonstances, notamment quand il faut gérer la vie professionnelle et la vie familiale. Elles le font avec une plus grande capacité et performance que les hommes, certainement. Plus de connexion et de vases communicants là-dessus, sur le pont entre les différentes vies et rôles qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, comme je parlais d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit,
les neurologues ont appelé depuis très longtemps, depuis Broca, la découverte des centres du langage, on a appelé l'hémisphère gauche l'hémisphère dominant, c'est dire, hein, avec une pensée de domination, et l'hémisphère droit, on l'appelait l'hémisphère mineur. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en psychothérapie, l'hémisphère droit ne peut pas être considéré comme mineur. Voilà. Mais il s'agit de s'ouvrir à d'autres domaines que celui de la performance habituelle, notamment du langage. Eh bien, effectivement, il y a des centres du langage préférentiellement dans l'hémisphère gauche, mais il semble, d'après le peu d'études qu'on a, hein, c'est très difficile de généraliser, que les femmes ont une répartition plus symétrique de leur centre du langage que les hommes qui seraient plus latéralisés en centre du langage à gauche. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais ça peut rejoindre un petit peu les constatations qu'on fait sur l'ouverture des femmes par rapport à ces domaines du développement personnel, de la connaissance de soi. Et je rends hommage parce qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait intéresser tout être humain, surtout s'il est entraîné à être formaté, hein, à suivre des courants généraux de pensée sans se connaître soi-même. Et donc, après, il y a des souffrances, il y a des déchirements, il y a des interrogations, il y a des incompréhensions. On se demande pourquoi. Donc, ils n'ont pas pris le temps de se connaître eux-mêmes. Et donc, on est dans une espèce de moule et de formatage, et on n'existe pas en tant que tel. Mais exister en tant que tel, ça ne veut pas dire d'être dans un repli égoïste. Au contraire, c'est de s'ouvrir aussi et surtout à l'inconscient collectif qui va au-delà de l'individualité et qui va établir des connexions et des partages au-delà de nos différences, en appréciant d'ailleurs la différence des autres et donc leur spécificité, d'être dans une communication qui va permettre des échanges et des partages. Alors, la créativité elle-même se communique aux autres. On ne la fait pas pour soi, la créativité. C'est un domaine, justement, qui se partage. Alors, souvent, on a une vision un petit peu réduite de la créativité. La créativité, en fait, elle ne se limite pas forcément au domaine artistique. Donc, la créativité, ça peut être aussi le fait de juste constater un besoin, un manque, et d'avoir, de mettre en œuvre ou d'avoir une solution pour y répondre, que ce soit en termes organisationnels ou voilà, c'est pas seulement artistique ou inventer des nouvelles technologies, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus sur pour expliquer en quoi la créativité, elle peut être, elle est beaucoup plus vaste que juste le domaine artistique? Oui, ben écoute, oui, tout à fait. C'est fondamental de considérer que la créativité n'est pas réservée aux artistes ou aux entrepreneurs. C'est en fait le fait de tout le monde, mais à des degrés divers. Il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Là, chacun a sa créativité qui peut être appliquée en fonction des besoins que l'on ressent, en fonction du contexte que l'on vit, peut-être résoudre des problèmes avec au niveau de l'éducation de ses enfants, peut-être améliorer la communication entre conjoints, peut-être voilà, donc préparer un voyage, une rencontre, un repas d'amis. Il y a plein de domaines. Et bien sûr, évidemment, dans le monde du travail, dans nos occupations ou dans le monde associatif. Voilà, ça, la créativité, c'est une partie de notre intelligence qui nous permet d'anticiper, de nous adapter. Surtout, ça c'est important, c'est l'adaptation au contexte que l'on vit, la meilleure possible, c'est-à-dire celle qui atténue le stress et qui ne nous laisse pas déborder par le stress. D'où le fait que lorsqu'on est confronté à des défis qui peuvent nous stresser, nous tendre, nous énerver ou nous angoisser, la ressource créative est indispensable et fondamentale. Or, quand nous sommes stressés
eh bien, et si on n'est pas préparé, au contraire, ça bloque la créativité, ou à moins d'un ressort formidable qui est de relever un défi comme jamais on n'aurait pensé. Mais en fait, le lit de la créativité se prépare grâce à la formation, l'entraînement, justement, à partir d'exercices tels que je les propose. Ce ne sont pas des exercices exhaustifs, simplement un plan de travail qui est basé sur une approche corporelle d'abord, mieux se connaître sur le plan corporel, des sensations, de la respiration, etc. Tout ce qu'on peut faire par différentes méthodes, celles qui s'appliquent à la respiration seulement, celles qui s'appliquent… Moi, je passe sur tout un éventail et je réunis un peu toutes les méthodes qui m'apparaissaient fondées et surtout les plus simples. Et ça, c'est le mérite, parce que moi, j'ai été aussi thérapeute ericksonien. J'ai fait la formation à l'hypnose ericksonienne, qui n'est pas l'hypnose classique, donc venu de ce psychiatre américain que j'estime avoir été génial, et qui était très pragmatique. Il ne rentrait pas dans les considérations de neurosciences qu'il ne connaissait pas, d'ailleurs, à son époque. Il était du XXe siècle. Et puis, surtout de psychanalyse différentes selon les écoles, ni freudienne, ni jungienne. Il était très pragmatique, mais il avait un génie de l'accompagnement, et notamment de favoriser l'image mentale, les représentations mentales à travers un langage très imagé, simple, faisant référence à la vie quotidienne ou à des situations de la vie quotidienne. Rien d'extraordinaire, rien qui paraissent métaphysiques ou autres, mais des choses simples de la vie, et qui, dans l'accompagnement en confiance, ça c'est très important, c'est dans l'accueil, dans l'écoute, et aussi dans le discours que lui prononçait. Il reprenait souvent les termes du patient pour justement en faire un discours plus familier pour la personne qui l'écoutait. Eh bien, ce climat de confiance permettait à chaque patient de trouver des ressources intérieures et de les appliquer sans forcément qu'il ait eu le mode d'emploi ou les explications neurologiques ou neurophysiologiques sur ce domaine. Voilà, l'efficacité, la simplicité, c'est ça que j'ai retenu par ma formation ericksonienne. Et c'est ça que tu reprends aussi dans ton livre, c'est que chacun a les ressources en lui pour tout au long de sa vie développer ses capacités, gérer son stress, en faire un moteur et non pas un frein. Et aussi, tu démens l'idée qu'il y avait jusqu'à peu que on perd des neurones inexorablement. Plus on vieillit, plus on perd des neurones et on perd des capacités. Non, en fait, c'est possible de travailler tout au long de sa vie et de développer des nouvelles capacités. Absolument. Alors, c'est vrai qu'on perd des neurones, mais surtout, on a des neurones, des cellules souches qui se régénèrent, notamment en ce qui concerne les circuits de la mémoire. Donc, parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de cellules souches dans le cerveau. Moi, j'ai appris ça au début de mes études de médecine. Donc, on en perdait inexorablement parce qu'on perd toujours des cellules de partout, mais dans tous les autres organes, elles se régénèrent, donc tant mieux. Mais le cerveau disait non, il n'y en a pas. Alors, du coup, on a un capital au départ et hop, on le perd. Et ce n'est pas vrai. On a montré qu'il y avait des cellules souches qui pouvaient devenir des cellules compétentes pour tel ou tel circuit neuronal. Ça, c'est très, très important parce que avec Erickson, effectivement, et toute psychothérapie, on voit bien que ce n'est pas réservé à des jeunes personnes. C'est que même si on est assez âgé, on peut suivre une psychothérapie, on peut être aidé parce que ça implique un changement de la pensée et un changement des comportements. Donc on peut apprendre encore différentes choses, pas seulement des connaissances extérieures, mais on peut apprendre, y compris de soi-même, de nouvelles façons de vivre qui vont nous apporter plus de bonheur. C'est ça le but de la psychothérapie. Quelqu'un qui souffre, il vient demander de l'aide, il a besoin de s'y retrouver. Et ce n'est pas comme une consultation de médecin
qui va vous donner une prescription en disant, voilà, je vous mets tel médicament à prendre 1 fois par jour, 2 fois par jour, etc. Là, c'est le génie d'Erickson, c'est d'avoir montré que le patient, toute personne, se connaît mieux, au moins mieux que quiconque, et en fait va découvrir en lui ses propres ressources. Il faut simplement l'aider à trouver, à rencontrer ses ressources intérieures qui vont lui permettre notamment d'être plus créatif. Et cette créativité, c'est une action qui va justement nous permettre de nous dépasser et d'accomplir quelque chose, de trouver un sens à la vie. Et ça, c'est très important au point de vue de la prévention des troubles névrotiques, comme l'a montré Viktor Frankl. C'était un manque de sens à la vie. Les gens sont perdus parce qu'ils perdent des valeurs, ils perdent le sens à leur vie. Et trouver un sens à sa vie, c'est absolument fondamental. Et c'est ce qui nous distingue des animaux aussi. Pardon ? Et c'est ce qui nous distingue des animaux. Ah oui, oui. Mais alors, ce qui nous distingue des animaux, c'est bien sûr le langage élaboré. Je ne parle pas du langage simple, parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui communiquent avec des signaux, mais le langage élaboré, voire abstrait, ça c'est le propre de l'homme. Et bien souvent, on s'est targué de ça en disant ah, c'est formidable, c'est nous les meilleurs, etc. Et en fait, on oublie, et ça c'est les travaux d'un grand neurologue, là, du coup c'est un neurologue que je cite largement dans mon livre, Sir John Eccles, E-C-L-E-S, Eccles, du XXe siècle aussi, un neurologue d'origine australienne qui a eu le prix Nobel quand même en médecine pour les travaux qu'il avait fait sur les connexions nerveuses, donc il connaissait vraiment très bien la question, et qui parle du pendant du langage qui fait vraiment notre dignité, c'est l'imagination créatrice. Alors là, c'est la grande méconnue. Eh bien, c'est là-dessus que j'ai insisté. Moi, quand j'ai lu l'ouvrage de Eccles, donc au moment d'écrire le premier ouvrage, Les fabuleuses richesses économiques du cerveau, j'étais stupéfait parce que jamais je n'ai appris ça lors de mes études de médecine et encore moins de spécialité de neurologie où on passe tout de suite à la pathologie. On oublie ce pan de notre fonctionnement cérébral qui est fondamental. Et c'est là-dessus que je n'ai cessé de chercher, de me focaliser, pour voir s'il n'y avait pas une méthode pédagogique qui permettrait simplement de l'entraîner et de permettre après à chacun, comme j'ai pu le voir en différents stages que j'ai animés, l'éclosion d'une certaine créativité, d'une certaine discipline quand il y a besoin, bien sûr. Ce n'est pas du tout un débordement de créativité, c'est un équilibre de vie que l'on va trouver, chacun en fonction de ses propres objectifs, chacun à sa façon, chacun avec son imagination créatrice. Et cette symphonie de différentes imaginations créatrices qui peut réaliser même collectivement une synergie parfois extraordinaire. Voilà. Et donc ça, ce sont des aspects sans doute assez méconnus du cerveau. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, moi je suis parti à la retraite en 2018, fin 2018, je n'ai pas vu depuis que quelqu'un ait repris tellement les choses pour les enseigner. Je m'en réjouirais parce que comme ça, je serais vraiment à la retraite. Et du coup, maintenant, je me dis, mais je ne peux pas être à la retraite avec ce que je dois transmettre par rapport à ça, parce que je vois que personne s'en occupe vraiment. Voilà. Donc, ça me semble vraiment dommage. Voilà. Donc finalement, les fondamentaux que tu développes dans la méthode de la révélation cérébrale, donc à travers le livre papier qui a une première partie théorique, deuxième partie pratique, oui. Le e-book qui est la partie pratique et les exercices audio qui sont les exercices d'entraînement guidés, c'est comment donc gérer le stress pour libérer un peu le fonctionnement et le lien entre les émotions et le cerveau, c'est le langage, comment utiliser et développer le langage et l'imagination, tout ça pour développer ses capacités, dont la créativité qui est un peu
le potentiel qui permet de développer beaucoup de facultés et de compétences corporelles et cérébrales. Oui, tout à fait. Et ce que je disais tout à l'heure à propos d'Erickson, c'est quand il accompagnait ses patients, il utilisait beaucoup le langage imagé ou qui faisait référence à des anecdotes ou à des situations de la vie courante, que le patient n'était pas, par exemple, un agriculteur, il pouvait lui dire ramasser le blé, tiens, il voit le blé pousser, d'abord sous forme d'herbe, et puis après les épis vont apparaître. Il va imaginer toute la chaîne. Et donc, maintenant, on sait avec les neurosciences qu'il y a plein de zones du cerveau qui sont en train de travailler, alors qu'il est au repos, il est au calme, il est assis juste à côté d'Erickson. Donc, le langage imagé, ou de raconter des paraboles, des anecdotes, suscite l'imaginaire de chacun à sa façon. Ce n'est pas un film que l'on voit. Attention, dans tout ce que l'on propose aujourd'hui, des films, des images imposées, eh bien, la créativité s'appauvrit parce que l'imagination créatrice, ça ne travaille pas. On vous impose les images, comme le fait aussi d'avoir pu vérifier par l'imagerie que quelqu'un qui voit un film utiliserait, alors ça, je ne sais plus, les travaux je ne me souviens plus. 20%, il me semble, 20% en regardant un film et 80% des capacités cérébrales en lisant un livre ou en faisant de la méditation guidée. Exact, voilà. Parce qu'en lisant un livre ou un roman, par exemple, ça, ce n'est pas son objectif principal, ni personnel. On lit le livre, bon, c'était l'intention de l'auteur. Ça suscite l'imagination créatrice quand même, parce qu'on se représente les scènes, etc. Et bien souvent, on se dit après, s'il y a un film qui en sort, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, je suis peut-être un peu déçu, voilà. Donc, l'imagination créatrice, c'est fondamental. Voilà. Et ça, on est peut-être en train de l'oublier ou de se laisser déborder par les images imposées, et avec surtout l'art de la suggestion pour les publicités, où on vous inculque des messages plus ou moins subliminaux. Donc, cette liberté de penser, elle vient déjà aussi du fonctionnement de l'entraînement à l'imagination créatrice, et pas seulement la réflexion ou la raison critique que l'on apprend beaucoup à l'école et que l'on exerce le plus souvent après, mais on oublie que l'imagination créatrice, c'est aussi important et ça fait partie de notre dignité, je l'estime profondément, de notre dignité d'être humain à part entière. Voilà. Et ça va avec notre liberté de penser. Ça conduit à un espace de liberté intérieure. Au lieu d'être formaté, de nous imposer des choses, nous gardons notre liberté. C'est fondamental parce que la liberté, c'est la dignité de tout être humain. Et donc, aussi pour reformuler ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est très important pour celles qui utilisent pour elles-mêmes ou avec leurs clients, leurs patients, tout ce qui est méditation, marche en pleine conscience, etc. Oui. Ce qui est important aussi, c'est l'étape ou de la, entre guillemets, restitution, c'est-à-dire où les personnes verbalisent et formalisent ce qu'elles ont ressenti, parce que ça ancre ce qui a été intégré à travers la méditation ou voilà, des exercices de pleine conscience. Et ce qui est très important, c'est l'étape aussi où ils vont exprimer ce qui s'est passé, et ça va vraiment, ce qu'ils ont ressenti, ça va ancrer l'exercice vraiment en eux. Alors tout à fait, c'est exactement ça, parce que la méthode que je propose, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est non seulement d'avoir un ressenti par rapport au texte de l'exercice qui est proposé, que ce soit corporel, que ce soit au niveau de l'imagination, de l'évocation même d'un souvenir. Après, il est important, au décours du ressenti, d'exprimer sans jugement ni critique ce qui vient de se passer, comme on pourrait raconter un rêve, mais souvent les gens se disent oh, ce rêve est complètement idiot, je ne vois pas à quoi ça sert, et puis on le laisse de côté. Alors que ceux qui suivent un peu une révélation d'eux-mêmes à travers les rêves, et en fait les fondateurs de la psychanalyse ont bien dit que
le rêve est la voie royale pour connaître l'inconscient, aussi bien Freud que Jung l'ont dit. Donc, dans cet exercice, j'applique aussi ce principe-là, c'est de restituer verbalement, oralement, et là on retrouve justement l'activité des centres du langage, et ça va permettre de connecter ces neurones avec l'imagination créatrice et les ressentis émotionnels qu'on vient de vivre à travers l'exercice, par l'évocation qu'on en a eue. Eh bien, donc, c'est un fonctionnement d'intelligence émotionnelle parce que le ressenti physiologique, quel qu'il soit, quand on décrit avec ce qu'on ressent, avec ce qui a été évoqué mentalement, quand on décrit les sensations corporelles, on décrit une émotion. C'est en fait un état mental qui a des répercussions corporelles. C'est tout à fait la définition d'émotion. Et donc, on active, on entretient l'intelligence émotionnelle qui est cette ouverture à la dimension du cœur, au sens vraiment le plus large possible, c'est-à-dire le centre de notre personnalité, le centre qui s'enrichit des émotions et qui va les exprimer également, accueillir celles des autres, pouvoir formuler celles des autres quand ça ne nous convient pas, pour pouvoir resituer les situations, ne pas se laisser déborder. Donc, retrouver toujours un équilibre dans les échanges, avec respect, bien sûr. Il n'y a pas question de domination. Et comme je suis tout à fait opposé à dire qu'il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, je suis aussi tout à fait opposé à dire qu'il y a un hémisphère dominant pour dire que l'autre est mineur. Enfin, toujours des rapports de force. Ça, c'est une logique très cartésienne, on pourrait dire très analytique, qui n'est pas celle de la logique holistique et intuitive. Donc, quand on parle, les termes ne sont pas neutres. Quand on parle comme ça, on privilégie effectivement une façon de penser aux dépens de l'autre. Et donc, il faut retrouver cet élargissement des horizons et de méthodes de pensée pour pouvoir en rayonner et se sentir beaucoup mieux, d'ailleurs, avec cela. C'est une libération. Et donc, cette formulation est essentielle, et d'ailleurs, dans le livre, à chaque fois, j'insiste, après tel ou tel exercice, il y a un parcours de 8 exercices, certains sont courts, d'autres plus longs, mais j'insiste à chaque fois à dire, écrivez, quand vous faites vous-même l'exercice, parce que dans cette méthode que je propose dans le livre, vous pouvez vous-même faire ce parcours chez vous, à votre rythme. Mais j'invite surtout à exprimer ce que vous venez de vivre. Ce n'est pas de dire, voilà, j'ai fait l'exercice. Non, l'exercice n'est pas fini tant que vous n'avez pas exprimé quelque chose, même aussi simple, aussi court que ce soit, au moins de dire quelque chose, il faut que ça repasse au niveau du langage. Et ça, c'est une question d'équilibre de circuits neuronaux, hein, de passer de l'évocation imagée à nouveau au centre du langage, pour favoriser les échanges entre les hémisphères. C'est cet entraînement-là qui est, je pourrais dire, l'originalité de la méthode. Et la clé, oui, c'est ça. La clé de la méthode. Développer les connexions entre les capacités et les deux hémisphères. Et du coup, pour aller plus loin sur l'intelligence, puisqu'on a dit tout à l'heure que chacun a des capacités différentes, des atouts différents, voilà, déjà de base. Une idée reçue aussi qui est démentie dans le livre de Philippe et qui m'avait interpellée, c'est que l'intelligence, au final, c'est pas que le QI, parce que dans nos sociétés, on mesure le QI, les classes sont soi-disant bourrées de... Allô, je n'ai plus de son là. C'est coupé. Je n'ai... Oui, on n'entend plus. On a tous plus de son. Ah, ça y est, ça revient, oui. Allô? Non, j'ai plus de son. Nous, on vous entend, Philippe, mais c'est Pauline qui a dû bugger. On n'entend plus Pauline non plus. Hein. Ah oui, mais alors peut-être vous avez des questions ou des remarques que vous pourriez exprimer en attendant.
Oui, et l'image de Pauline reste figée là. Donc, il y a un bug, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, j'entends Philippe. Ah, voilà. Pauline revient. Oui, C'est bon? donc Bon. peut-être Des ça petites revient coupures. parce qu'il y a eu un bug là, oui. Oui, ok. Les Voilà, joies de l'Internet. Donc, en fait, l'intelligence, au final, c'est pas que le QI. Donc, dans nos sociétés, oui, on mesure le QI. Les classes sont soi-disant bourrées d'enfants HPI, au potentiel intellectuel. On mesure leur QI, etc., sans oui, prendre en compte le QE, le quotient émotionnel. Et en fait, l'intelligence, c'est pas émotionnel. que le QI. L'intelligence, c'est le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, plus le QI, le quotient intellectuel. C'est ça, tout à fait. Et si le QI est fixé dans la vie et en fait, on ne peut pas tellement l'améliorer, au contraire, le QE, par l'expérience de la vie, peut être augmenté. Et donc, notre intelligence globale peut être augmentée. C'est un peu ce qu'on appelait la sagesse des anciens. Avec l'âge et l'expérience, on peut, et voilà, on peut davantage avoir de recul par rapport au stress, développer sa créativité. Ce sont les domaines qui permettent d'augmenter le QE. Et donc, l'intelligence, voilà, tout ce qui favorise l'intelligence avec la créativité. C'est ça. Et puis surtout le bien-être, parce que tout ceci va ensemble. Dès lors qu'on peut mieux gérer les émotions et le stress, on a moins de problèmes de répercussions nocives sur l'organisme et donc on se sent mieux. Rappelons d'ailleurs que l'une des conséquences du stress nocif, je peux rappeler que les deux grands, les deux grands signes, c'est pas de se sentir stressé, c'est la fatigue anormale, une fatigue chronique et anormale. Deuxièmement, sans autre cause, bien sûr, il faut chercher une autre cause avec un médecin d'abord. La deuxième chose, c'est l'intolérance à la douleur, c'est-à-dire que quand on prend des calmants par rapport à des douleurs chroniques, plus ou moins chroniques, eh bien, on a tendance à augmenter les médicaments pour avoir le même effet. Et donc, on est dans un engrenage, mais ça vient souvent insidieusement. On ne s'en aperçoit pas forcément toujours. Et c'est pour ça que des fois, les gens vraiment stressés ne se savent pas stresser suffisamment Oui. comme signe d'alerte. Voilà. Il est presque 10 heures. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou on passe au temps d'échange avec les participantes? Philippe, tu as quelque chose à rajouter ou... Oui, j'aurais toujours plein de choses à Oui, rajouter, mais je vais passer la journée. là, de toute façon, je pense qu'il euh, faut pas trop en rajouter parce qu'après on n'assimile plus et il ne faut pas non Oui, plus être saturé par rapport aux connaissances. Moi, quand je faisais des stages, je faisais sur 2 jours, je faisais des petits topos et puis il y avait les exercices qui est interposé, ça permettait de faire des récréations et des recréations, si je puis dire. mm, Voilà, donc c'était oui, plus dynamique. Et quand je voulais, alors surtout, si je peux rajouter ça, c'est que les exercices, le principe des exercices, c'est pas de vouloir comprendre. Quand la rationalité se braque de telle façon qu'on veut dominer, on veut contrôler, on veut comprendre, ça marche pas bien. Il faut aboutir à ce qu'on appelle un lâcher-prise. Et ce lâcher-prise dans les exercices, moi je le fais pas frontalement, si je puis dire. Je ne vais pas vous dire détendez-vous. Quelqu'un qui est stressé, vous verrez bien, ça vous fait du bien de vous détendre. Mais quelqu'un de stressé, c'est comme quelqu'un qui est coquelucheux, vous lui dites ne tousse pas, tu vois bien que ça te fait du mal de tousser. Ben, il ne peut pas, on ne lui donne pas les moyens de le faire. Donc, il n'y a pas de performance dans la détente. C'est ça que je voulais dire, c'est ce que j'ai appris beaucoup avec la pratique ericksonienne. La détente n'est pas un but en soi.